Bonjour à tous, ici votre animatrice Denise, alcoolique en rétablissement. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un invité, membre des AA, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Et il me fait très plaisir de vous présenter Jean. À toi, Jean. Bonjour. Alors, Jean, alcoolique. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Je trouve ça bien ce que vous faites ici à Radio AA. Je trouve que c'est essentiel. Je me trouve privilégié d'être ici avec vous aujourd'hui, Denise. Et je vais vous parler de mon histoire à moi. Moi, je suis, grâce à Dieu, abstinent depuis presque 40 ans. Ça va faire 40 ans au mois de septembre, le 1er septembre. Parce que le 31 août, il y a 40 ans, c'était ma fête. Puis, il fallait que je devienne sobre le lendemain parce que ça n'avait pas de sens. Alors, voilà. Et j'ai été chanceux parce que moi, j'ai arrêté avec AA. Je n'ai pas eu de thérapie et tout ça. Je suis allé dans un meeting et je vais en parler tout à l'heure un peu plus. Et j'ai été assidu, j'ai fait ce qu'il fallait parce que je ne voulais pas retourner d'où je viens. Ça, c'est clair. J'étais prêt à tout. Prêt à tout. Donc, c'est ça. Alors, moi, je suis le deuxième d'une famille de 5. Et j'haïssais ça être le deuxième. Donc, j'ai toujours voulu être le premier. De ce temps-là, je me penche beaucoup, j'écris beaucoup. Je suis encore un étudiant, d'ailleurs, à la maîtrise en création littéraire. Comme je leur ai dit, quand ils m'ont accepté, j'ai dit, maintenant que j'ai des fêtes, j'aimerais ça l'apprendre. Ça fait partie de notre vécu d'alcoolique, ça, d'avoir loupé des chances d'apprendre davantage. Je me suis penché dernièrement sur mon enfance. Parce que l'enfance, on ne peut pas juste regarder ça comme ça, puis dire, ça s'est passé comme ci, puis j'ai une belle enfance, puis ici, j'ai ça. Non pas pour essayer de me trouver, de me victimiser, puis d'avoir des raisons de dire, il était comme ci, puis ma mère était comme ça, puis mon père, puis mon grand-père, mais plutôt pour essayer de comprendre. Une des choses que je trouve le plus important dans le mouvement, c'est de comprendre les autres, d'accepter les autres. Il y a Bill Wilson qui disait ça. Le plus important, c'est d'accepter les autres tels qu'ils sont, de s'accepter soi-même tel qu'on est et d'accepter la vie telle qu'elle est aussi. C'est un peu ça aussi de regarder dans mon parcours d'enfance les choses qui m'ont affecté, parce que je crois beaucoup c'est pas pour vous, mais en l'atavisme. L'atavisme, c'est un nom un peu compliqué pour dire, on parle de la réapparition. Quand je parle d'atavisme, le chat arrive. Va-t'en le chat. Oui, c'est la résurgence des problèmes des générations passées qui peuvent réapparaître. Alors, l'alcoolisme, la violence, tout ce qui a été. Parce que moi, j'ai toujours pensé que j'étais la somme des générations passées. Et la somme aussi de ce que mes parents étaient, la somme de ma culture, d'où je viens, etc. Et il y avait beaucoup d'alcoolisme dans ma famille. Alors moi, je suis un modèle 1943. Ça fait encore pout-pout, mais... Mais ça marche encore. Oui, mais ça marche encore, oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai eu un grand-père. La première image que j'ai captée dans ma vie, la première image, c'est mon grand-père qui boit. Mon grand-père, c'était
un musicien qui jouait au cinéma muet. Hein? Alors, c'était un bon pianiste qui jouait du ragtime, puis jouait au cinéma muet. Alors, dans le jour, moi, mes premières impressions, c'est que lui, il jouait du piano, puis j'aimais ça. Puis il me laissait peser sur les notes avec mes petits doigts d'enfant de 2 ans, là, me peser ses notes. Mais le soir, ça devenait un autre grand-papa. Il se saoulait. Et il était pas drôle. Moi, je me souviens de... Mon premier souvenir capté, c'est ça. Je suis couché dans le lit de mes grands-parents, la porte est entrouverte parce que j'ai peur quand il n'y a pas de lumière. Puis, j'ai besoin de présence. Et là, il y a mon grand-père qui est assis dans la cuisine. La porte est entrebâillée dans la cuisine. Et il est assis entre la glacière et l'armoire. Et il essaie de contrôler sa consommation en buvant une grosse bière dans un petit verre. Hein? Et ça dure toute la soirée. Là. J'avais tellement peur. Hein? Alors, il versait, il sortait sa grosse bière de l'armoire en bas, puis il décapsulait, puis il mettait ça dans son petit verre, puis là, il buvait ça d'un trait, bouchait la bouteille, puis il remettait ça dans le bas, puis il donnait un coup de pied sur la porte en disant « Maudite merde! » Et ça durait toute la soirée. Et ça se répétait, jusqu'à temps quand il donne le coup de pied sur la porte, qu'il tombe en bas du tabouret, puis qu'il soit sous-mort, là, t'sais. Alors, j'ai été beaucoup affecté par ça, puis il a été là, beaucoup présent dans mon enfance, parce qu'il venait habiter chez nous. Je dirais que mes 2 parents, moi, c'était ma mère, c'était, je pense, la reine de la codépendance. Puis mon père, c'était un codépendant aussi, bien qu'il était joueur. Hein? Alors, donc, on vivait dans une pauvreté assez précaire, mais sans qu'on le voie. On avait une famille heureuse. Nous autres, on se pensait riches, non? Parce que des fois qu'on l'était aussi, quand mon père faisait un gain au jeu, c'était Rockefeller Center chez nous, là, avec les arbres de Noël, avec les boules, avec les cadeaux, avec tout ça. Puis les autres jours, ma mère m'envoyait me marquer, elle demandait, va chez le boucher, puis demande une livre de steak haché, là, puis dis-lui de le marquer. Puis là, le boucher qui me disait, là, ta mère vient de me payer, parce que ça fait longtemps qu'on marque, puis c'est ça. Alors, j'ai eu une enfance comme ça. Et non seulement j'ai eu un grand-père, mais à l'âge de 5 ans, je me suis fait frapper par une automobile comment ça s'appelait la rue, mais sur la Rive-Sud, dans le bout de Saint-Constant, sur la 132. Et une voiture qui roulait vite et de quelqu'un qui était sous. C'était un chef de police sous. Alors, je pense que je suis mort à ce moment-là. Je me suis vu de haut et tout ça. J'ai été comme 2 mois à l'hôpital avec des conséquences, des tumeurs. Alors, vous pouvez comprendre que jamais, dans toute mon histoire, j'aurais voulu boire de l'alcool. Il n'en était pas question. J'ai vu trop les dommages. Je voyais les oncles, les tantes. Il y a eu beaucoup d'alcoolisme du côté de ma mère. Il y était 11 enfants, dont 2. Il y en a un qui s'est suicidé, puis l'autre, il était itinérant toute sa vie. Il n'a jamais voulu reparler à sa famille. Puis moi, je le voyais des fois. Je passais carré Vigée, puis je le rencontrais. Puis là, il me disait tout le temps, mais « Hey, petit Jean, change pas, reste pareil, c'est comme ça qu'on t'aime. » Toutes ces phrases-là. Alors, c'était... j'avais toutes les raisons au monde pour ne pas consommer d'alcool. Parce que je voyais les dommages, je les voyais dans les familles des autres. J'avais un oncle pour qui j'allais travailler des fois, puis lui, il avait sa grosse bouteille de gin entre c'était un magasin de chaussures, donc il mettait ça entre les boîtes de chaussures, là, puis il buvait tout le temps son gin, puis à la fin de la journée, là, il me accompagnait chez moi en voiture, puis il était sous. Là. Alors, c'était une autre époque. Hein. Alors, j'ai vécu ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'essaie de faire dans le moment, tu sais, comme mon grand-père, j'ai trouvé,
Il y a des raisons à notre consommation. Hein. Il n'y a pas juste l'atavisme dont je parlais tantôt, puis des raisons ancestrales, puis le fait que notre père est alcoolique ou non, mais il y a souvent d'autres causes qui nous amènent à essayer de se consoler avec l'alcool. Et j'en découvre comme ça tout à fait par hasard. T'sais, pour mon grand-père, j'ai compris, je n'en parlerai pas, mais j'ai compris pourquoi il buvait, que c'était un alcoolique. Mais il avait besoin de cet alcool-là pour vivre ce qu'il avait vécu. Hein? Alors, des fois, qui sommes-nous pour juger? Puis moi, ça a été une des choses importantes dans Alcoolique Anonyme, d'apprendre à arrêter de juger les autres. Hein? C'est facile de dire, ben, il boit, puis c'est comme ça, puis d'avoir un discours assez méprisant à l'égard des personnes qui souffrent d'alcoolisme puis qui font des niaiseries. Puis c'est ça, c'est une chose. Mais d'arriver à comprendre puis de respecter ça, de respecter la douleur de l'autre. Hein? On ne pense pas qu'on consomme pour rien. On consomme pour toutes sortes de raisons. Ma cause principale, je ne sais pas, mais ce serait toutes ces bonnes réponses. Alors, c'est ça, j'ai vécu comme ça. Puis je suis allé au collège aussi. Mon frère était rentré dans un juvénat. Ça, c'est... mon frère était rentré dans un juvénat au Mont-Sacré-Cœur à Granby. Alors, moi, pour aller le rejoindre, ben, je suis allé là. Hein? Et ça a été la pire chose que j'ai faite à peu près dans ma vie. Alors, quand je suis sorti de là, je vous en parlerai tout à l'heure. Bien, c'est une bonne idée. On va doucement conclure ce premier segment avant de passer à la pause. Et comme vous le disiez, la question du jugement, c'est tellement fondamental, des préjugés aussi. Alors, on passe à la pause. Merci beaucoup, Jean. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Ici Denise, alcoolique en rétablissement, toujours en compagnie de notre invité aujourd'hui, Jean, et nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA qui est tiré du gros livre, page 93, plus spécifiquement par notre invité Jean. Et je vous lis ce passage. L'alcoolique est comme un ouragan qui ravage la vie des autres sur son passage. Il brise des cœurs, détruit de tendres relations, déracine des affections. Son égoïsme et son manque d'égard maintiennent le foyer dans le tumulte. À notre avis, celui qui prétend qu'il suffit de ne pas boire n'a pas assez réfléchi à la question. Il est comme le fermier qui, en sortant de son abri, après le passage du cyclone qui a démoli sa maison, se tourne vers sa femme pour lui dire « Je ne vois aucun problème, le vent est tombé. » Oui, nous avons un long travail de reconstruction devant nous et nous devons en prendre l'initiative. Envisager la vie d'une façon différente. L'amour et la tolérance envers les autres, voilà notre code. Et nous avons cessé de combattre qui que ce soit et quoi que ce soit, même l'alcool. Alors, Jean, je vous laisse poursuivre. C'est par les temps qui courent, ma phrase préférée dans le gros livre des alcooliques anonymes, pour ceux qui veulent le lire et le relire, page 93. Hein? Moi, je fais ça depuis que j'appartiens à AA, depuis que j'ai adhéré. Je lis le gros livre à tous les 3 ans à peu près, au complet. Je me donne une semaine gros livre, puis je passe à travers, puis
Là, il est complètement surligné, mon livre. Ouais. Mais comme là, la dernière lecture que j'ai faite, c'était il y a quelques semaines même, une couple de mois, peut-être. Et j'ai resté accroché là. Parce que à toutes les fois, ça me parle, ça me fait avancer sur des sujets. Puis moi, j'ai été un ouragan. Tout à fait, ça me parle. Quand je suis sorti, je disais tantôt, de parler du collège, quand je suis sorti, c'est sûr que c'est un collège pour garçons, hein, avec des bons frères qui étaient comme ils étaient. Ouais. Alors, j'ai été, comme j'étais un beau petit blond aux yeux bleus, j'ai été beaucoup sollicité, hein, et je devais me défendre, alors, j'avais hâte de retourner chez nous et à un moment donné, je l'ai fait au bout de 3 ans. Ça m'a pris 3 ans. Et quand je suis sorti, c'est sûr que je n'avais que des amis de filles. Je ne voulais plus voir un gars dans ma vie. J'avais quelques amis, mais j'étais en sécurité avec les femmes. Alors, j'aimais ça, sauf que ça amène aussi à un autre problème des fois, hein, parce que on tombe dans... Moi, je suis tombé rapidement. Mon père qui m'avait présenté dans une danse de loisirs une fille qui était là, une belle femme, une belle fille. Et elle m'a dit, regarde, comment elle est jolie, puis tout ça. Alors, j'allais, je bois pas, moi, à ce moment-là. Là. Et là, j'ai commencé à sortir avec elle. Sauf qu'elle venait il y avait un petit patelin qui s'appelait Casimirville à l'époque, qui était entre le parc en Grignon à la salle, puis boulevard Shevchenko, Newman, etc., ce quadrilatère-là. Et c'était un endroit où des gens squattaient des terrains, puis se construisaient des cabanes, des maisons, puis tout ça. Puis elle venait de là. Alors, il n'y a pas de chemin pour y aller. Là. On marchait sur la voie ferrée, puis on se rendait là. Alors, c'était du monde qui prenait l'électricité sans payer, l'eau, etc. Et elle, sa famille, son père, c'était un alcoolique très vieux. Et sa mère était assez capotée. Heureusement, ils sont morts, ils ne m'entendront pas. Et moi, je suis devenu une espèce de sauveur, j'ai dit. Hein. Puis elle avait je pense, c'est devenu ma première femme. Elle avait des problèmes psychologiques importants. Mais j'ai voulu la sauver. C'était mon parcours que je vais parler tantôt. Alors, donc, je sortais avec elle, puis j'essayais de les protéger. Parce que le vendredi soir, là, c'était la foire, l'alcoolisme au dernier degré, les batailles, le sang. Et là, je les sauvais. Moi, je les amenais soit chez nous, ou soit il était 3 sœurs, ou chez une tante qu'il y avait, eux autres. Alors, j'ai toujours voulu et je l'ai marié. Et ce mariage-là m'a fait voir. C'est épouvantable. Hein? Quand je pense à ça, à l'ouragan, là. Ouais. À un moment donné, j'en pouvais pas. Au début, je voyais qu'elle avait des difficultés. Puis là, on a eu un premier enfant. Puis j'ai commencé, moi, à travailler dans le milieu, en journalisme, en certaines affaires. Puis donc, j'ai eu toutes les occasions du monde pour commencer à boire et je n'ai jamais bu d'une façon progressive. La première fois que j'ai bu, je me suis saoulé. Ça a fait mon affaire. J'ai grandi de 8 pieds. Hein? Les épaules m'ont élargi. J'ai perdu ma timidité. Ça a fait mon affaire. Ça m'a soulagé. Ouf. Avec tout ce que j'avais passé là, depuis mon enfance, même si j'avais des parents extraordinaires. Hein. Mais j'avais besoin de calmer l'anxiété intérieure, tout ça. Alors, l'alcool a fait mon affaire. Et là, d'une chose à l'autre, j'ai passé, puis à un moment donné, j'ai écrit des textes sur une émission qui était très connue à l'époque, qui s'appelait, les vieux comme moi, ils vont s'en souvenir, qui s'appelait Les Couche-Tard. Alors, il y avait Roger Beaulieu, Jacques Normand, qui avaient une réputation de boire beaucoup, n'est-ce pas? Alors, j'ai appris à boire beaucoup avec eux autres aussi, hein? Fréquemment, et c'était terrible, mais là, j'étais, à un moment donné, 2 enfants, une fille, la plus vieille, puis mon fils qui est né dans les années 69. C'était pas drôle. Hein?
moi, j'essayais de ne pas être là, mais je savais qu'il y avait les enfants, alors j'ai pas été... mettons que j'étais un père assez présent, absent. Là, même des fois présent, j'étais absent. Hein? On connaît ça. Hein? Ouais. Donc, ça me soulageait, puis j'avais des copains à Québec dans le temps, parce que je travaillais même pour le gouvernement à Québec, d'information. Et c'était toujours la foire, etc. Puis là, on est redéménagé à Montréal, puis là, ça s'est empiré encore. J'étais vraiment pas là. Et une journée, je suis arrivé, et il y avait la robe de mariée sur le lit, puis en disant, elle me disait, c'est fini, je m'en vais. Je trouvais que c'était une bonne affaire. On a pris une bonne brosse là-dessus. C'est pas drôle de parler comme ça, par exemple, parce que je revis ça aujourd'hui. Je le sais, elle a eu d'immenses problèmes, cette femme, tu sais. Puis quand j'ai commencé à me rétablir, ben j'étais plus porté à l'aider que... Alors là, il y en a une deuxième que j'avais rencontrée à Québec à l'époque, donc qui est déménagée avec moi. Et ça a été aussi pire avec elle. Je consommais beaucoup. Alors, on peut y aller, l'infidélité, le sexe devient important. Quand on boit, bon, on ne sait plus trop. Quand je me mettais à boire, je ne savais pas ce qui était pour arriver. Hein. C'était terrible. C'est ça, au cours des années dans mon rétablissement, ça a été un gros point de réflexion. Comment j'ai agi dans ma vie, comment j'ai fait du tort aux autres, mais en même temps, comment je me suis fait du tort. Parce que ma vie aurait peut-être été, quoi que j'ai bien réussi, Dieu merci, mais j'ai eu besoin de travailler sur moi, de regarder, de lire le gros livre, d'entendre des partages, de faire ça. Parce que j'ai quitté cette femme, il y a eu l'autre, ça a été la même histoire. Je partais, puis je revenais, puis dans les mensonges, la manipulation, je me confesse aujourd'hui à vous, Denise. Mais je dis pas ça pour me discréditer, mais c'est la maladie qui fait ça. C'est vraiment la maladie. Moi, je suis pas comme ça. Jeune, j'étais pas comme ça. J'étais un bon enfant. Je crois qu'à l'intérieur de moi, je suis une bonne personne. Mais le fait de consommer m'amenait à être quelqu'un d'autre, comme beaucoup d'entre nous. Hein. Puis de faire des choses que je regrettais le lendemain. Mais je le regrettais tellement que la seule façon de me consoler là-dessus, c'était de reboire encore et de continuer. Alors, ça n'avait pas de sens. Et j'ai eu une carrière importante et j'ai un sans limite. J'ai un sans limite. J'avais pas de fond. Alors, j'ai travaillé énormément dans ma vie. Les enfants ont été passés d'une femme à l'autre. Mon fils m'écrivait des lettres, des fois, pour me dire que j'étais absent, qu'il manquait ça, que je buvais. Ma fille a commencé à avoir des problèmes aussi de consommation. T'sais. Alors, tout ça, en fait, qu'à un moment donné, j'ai laissé cette femme-là aussi, hein, qui aimait mes enfants, puis qui s'en occupait, puis tout ça. Je l'ai laissée parce que j'en avais rencontré une autre. Puis, celle-là, je commençais elle n'endurait pas ça, elle. Elle était comme... Alors, j'ai continué à consommer pendant 6 ou 7 ans. On avait une vie correcte. J'avais un petit peu réduit ma consommation. Je travaillais beaucoup, donc je n'avais pas le choix, des fois. Et elle s'occupait bien de mes enfants, puis tout ça. Mais une journée, justement, ce jour de fête, elle avait préparé des choses avec mes 2 enfants, puis m'attendait. Alors, j'étais parti et je n'étais pas rentré. Et c'est peut-être avec cette femme, 3e femme, qu'un certain travail de reconstruction pouvait peut-être avoir été semé pour commencer, sait-on. On poursuit après la pause. Merci, Jean.
Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Alors, toujours ici, Denise, en compagnie de notre invité, Jean. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vous invite à visiter notre site web à l'adresse Un jour à la fois en un mot, émission, pas d'accent, .org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter, n'importe où et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Alors, je répète l'adresse de notre site, un jour à la fois, émission.org. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Et maintenant, je laisse la parole à notre invité, Jean, pour poursuivre son cheminement. Merci. Merci à vous. Alors, c'est ça. Alors, j'ai rencontré une troisième femme, comme je vous ai dit, qui était là, qui est l'amour de ma vie, en fait. Et j'ai continué à consommer. Alors, au début, elle trouvait ça un peu amusant, mais à un moment donné, c'était assez intolérable. Alors, j'ai été 5, 6 ans, 7 ans peut-être, à continuer de consommer jusqu'à ce fameux party de fête que j'ai loupé. Hein? Et là, le lendemain matin, quand je me suis levé vers 4 heures de l'après-midi, je marchais dans la maison, puis là, j'essayais d'y parler, elle ne me regardait pas. Hein? Je passais devant elle, puis j'étais comme invisible, puis je me suis dit, il faut que je fasse de quoi. Comme j'étais un compositeur de musique, etc., je ne vais pas dire son nom, mais une chanteuse très, très connue que j'ai écrit un grand succès pour elle, peut-être un de ses grands succès, en tout cas. Et quand j'allais la voir, j'ai écrit 30 chansons pour elle. Et quand j'allais la voir, il y a un matin qu'elle me regarde et qu'elle dit « Attends, j'ai un cadeau pour toi. » Et là, elle est allée chercher le gros livre des alcooliques anonymes, puis elle a marqué le numéro pour appeler. Un numéro d'alcoolique anonyme. Puis elle m'a donné ça. Je suis arrivé chez nous, puis je pense que je vais lire ça. Moi, l'alcoolique anonyme, voyons donc. Je ne peux pas lire ça. Je vais lire des romans, mais pas ça. Et ce matin-là, à 4 heures d'après-midi, j'ai pensé à Ginette. Excusez-moi. Et je suis allé chercher le gros livre qui était dans le j'avais mis dans le garde-robe. Il était là. J'étais ouvert à la première page, puis il y avait le numéro d'AA, j'ai appelé. Puis Gérard a répondu. Puis il m'a dit « Ouais, t'as fait le fou. » J'ai dit « Oui, beaucoup, le fou. » Il dit « Écoute, ce soir, il y a un meeting à Côte-Saint-Paul. Peut-être que ça va te faire du bien. Je vais être là à 8h moins quart. Je vais t'attendre. Habille-toi, puis viens-t'en. » Puis alors, je vais aller. Et je n'ai jamais reconsommé. Wow. Ça, c'est un miracle. Tu sais, de prendre la décision à un moment donné de dire je vais me sortir de ça parce que ça n'a pas de bon sens. Je loupe tellement d'affaires dans ma vie, je fais du mal aux autres. Comme on disait tantôt, l'ouragan, là, c'était moi. J'étais un petit vite, j'allais vite, puis je faisais des bonnes choses parce que j'étais une bonne personne, tu sais. Alors, quand je buvais pas, j'étais super fin, super agréable, puis on m'aimait, mais quand je faisais des niaiseries comme ça, là, non. Et elle s'était tannée, et je savais que si je faisais pas quelque chose ce soir-là, que c'était fini, c'est sûr, puis ça me tentait pas. Alors, je suis allé. J'ai haï ça pour mourir. Excusez-moi. Alors, je rentre dans cette salle-là, puis il y avait du monde. Il y avait peut-être 200 personnes, quand je me souvienne. Et là, je me souviens qu'il y en avait 2 qui se donnaient des gâteaux en avant, puis qui disaient qu'ils s'aimaient. Puis je dis, ouais, que c'est ça? Hein, je t'aime. Puis
Puis il y avait un ami de ma fille qui était là, que je connaissais, qui parlait bien lentement, lui. Puis on récitait le Notre Père, là, en se tenant par la main, puis tout ça. J'avais pas aimé ça. Et il y avait un groupe du Nouveau après. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je vais au groupe du Nouveau, puis là, ça commence. Il y en a un qui dit, ben moi, j'ai soif. Qui animait. Puis l'autre, il dit, ben moi, je fais de la pite. Je me disais, c'est quoi ça? Puis quand c'est arrivé à moi, j'avais mis mon petit mon complet, ma cravate, tout ça, là, j'étais checké. Puis là, je dis, ben moi, je sais pas trop si j'ai le problème, si j'ai un problème de consommation ou pas. Alors, je suis venu voir pour... Puis là, celui qui animait était drôle, tellement drôle. Il sac une claque sur la table, puis il dit... Ben, je suis peut-être juste un chauffeur d'autobus, mais je te regarde les yeux, tu dois en avoir tout un problème. Et Dieu parle à travers les autres. Hein? Puis je l'ai pas mal pris. J'ai trouvé ça même drôle, amusant. J'ai trouvé ça comme... De la façon qu'il l'a dit, c'était sympathique. Et tu peut-être que nous autres ici, notre petit meeting, là, qu'il n'y a pas grand monde, il y en a juste 200-300. Et tu peut-être que tu as besoin d'aller à la place des arts, à faire de même. Là, Fait qu'il dit, regarde, je vais t'en donner. Puis il dit, regarde, va ici, là, tu vas aimer ça. Là, ça va être pour ta gang. Puis tout ça. Puis, alors, j'ai commencé à ce jour-là à faire du meeting à tous les jours. Je suis allé dans plein de meetings. Meeting à Sainte-Justine, meeting sur Sainte-Catherine, sur plein de meetings. Je comprenais rien, mais j'adorais ça. C'est bizarre, hein? Je pense que c'est ça la spiritualité, tu sais. Ouais. C'est d'aller au-delà de la compréhension. Parce que je me souviens que la première chose qui m'avait attaché, quelqu'un disait, l'important, c'est pas de comprendre, mais c'est de pas en prendre. C'est bien dit. Hein? C'est bien dit. Alors, j'ai tout mon parcours, je crois que j'ai été 3 ans à faire des meetings presque tous les jours. Que ce soit le midi, le soir, je travaillais entre ça. Ma blonde est restée. Mes enfants ont commencé à trouver que j'avais plus de bon sens tranquillement. Mais c'est long, un rétablissement. Hein. Moi, ça m'a pris au moins 2 ans avant de commencer à me sentir un peu bien. Je ne veux pas décourager personne, là, que si quelqu'un veut arrêter de consommer. C'est sûr que quand on s'est magané autant, que ça prend du temps avant de récupérer un peu de bien-être. Et alors, je faisais du meeting, et là, je suis devenu hypocondriaque à l'os. Hein? J'avais peur de tout, parce que là, je me sentais. Hein? Il y a un peu ça dans l'alcoolisme aussi, le fait qu'on est des hypersensibles, dans le fond, parce que j'avais entendu ça, moi, il y avait des psychologues qui avaient fait, à l'époque, une espèce de sondage pour voir les choses importantes, les profils d'alcooliques, comment c'était. Puis il disait ça qu'un alcoolique, c'est quelqu'un d'hypersensible, d'égocentrique et ambitieux au-delà de la raison. Je me suis très, très identifié dans les 3 affaires. Et cette hypersensibilité-là, mais c'est sûr qu'on a des difficultés à vivre avec des émotions fortes. Alors, ça m'a pris du temps avant d'être bien. Je prenais ça dans mon corps. J'avais peur de mourir. Je courais à l'hôpital. Puis, jusqu'au jour où il y avait quelqu'un que j'aimais beaucoup qui est devenu mon parrain pendant un bout de temps. Malheureusement, il est décédé. Qui m'avait dit, je me sens des fois pas bien à parler, tu sais, parce que j'ai peur qu'on me juge, puis tout ça, tu sais. Puis il m'avait répondu, il dit, moi, j'avais un parrain aux États-Unis, là, qui m'avait dit un jour, « We're all here because we're not all there. » Alors, on est tous ici parce qu'on n'est pas tous là, fait qu'arrête, là. T'sais. Fait que ça m'a comme descendu les épaules, puis j'ai commencé à plus lire les gros livres, lire les livres, participer à des meetings plus où il y a un thème, où on discute, des meetings discussions. Pas que j'aimais pas les partages, j'adorais ça, surtout des partages qui sont frappants. Là, j'ai toujours aimé ça. Alors, je me suis alimenté beaucoup. En tout cas, des fois, ma maladie, mon hypocondrie, mon anxiété, parce qu'on vit tout ça, puis on a peur de ne pas s'en sortir. Là, je courais à l'hôpital. Puis
Je changeais d'hôpital pour qu'ils me reconnaissent. Ah, mon Dieu, que ça a été des temps difficiles, ça. T'sais. Mais j'étais décidé à ne plus retourner où j'étais. J'étais prêt à tout vivre, ça. Puis j'ai été aidé par des amis, des amis qui me regardaient et qui disaient « Tu vas mourir, là? » Hein? Dans mes premiers temps, j'avais lu, je lisais les étapes, puis j'avais compris, nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avons lésées, consenties à faire l'amende honorable, mais je n'avais pas compris ça, moi. J'avais compris, nous avons dressé une liste de toutes les personnes qui devraient venir faire Alcoolique Anonyme, nous allons les chercher et les amener. C'est tentant. Hein? Je me suis dit, m'amener du monde avec moi, comme ça, je vais être moins tout seul, puis tout ça. Et j'ai fait ça. Alors, j'en connaissais dans mon métier beaucoup qui consommaient. J'allais voir, vous êtes tout tendu de venir on s'était fait des petits meetings, des avant-meetings, des après-meetings, puis on s'est constitué des groupes, puis tout ça. C'est incroyable ce que ça amène parce que j'ai plein d'amis aujourd'hui qui ont 39 ans, 38 ans de sobriété, d'abstinence, puis qui m'écrivent. Puis merci, Jean, de m'avoir parlé d'Alcoolique Anonyme. T'sais. Alors, il y en a qui restent en Nouvelle-Écosse, un autre qui reste dans le coin de Vancouver. Alors, je suis encore en contact avec eux. Des fois, je vais manger avec eux. On va refaire un meeting encore. Je fais mon meeting à tous les vendredis midi de ce temps-là. Donc, pour moi, ça a été une grande découverte. Puis tranquillement, j'ai commencé à me rétablir. Ça n'a pas pris que Alcoolique Anonyme. J'ai senti le besoin, à un moment donné, d'aller à l'université, de faire un retour à l'université, de prendre des cours en relation d'aide, en psychologie, en plein de choses. Donc, plus, j'ai jamais laissé les meetings puis mes lectures. Bon. Et alors, ça m'a amené beaucoup à changer ma vie. Changer ma vie, à voir les choses d'une façon différente, à commencer à avoir pas mal de bon sens. C'est quand même fascinant à quel point, du jour au lendemain, le matin à 4h30, à 4h de l'après-midi, un meeting, quel beau miracle de devenir abstinent à partir de ce moment-là. Merci, Jean. On poursuit après la pause. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois en compagnie de notre invité Jean. Si vous recherchez une réunion des Alcooliques Anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Par téléphone au 1-866-544-6322. Un membre des Alcooliques Anonymes vous répondra de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous pouvez aller aussi sur Internet ou télécharger l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez accès aux horaires des réunions en présentiel et en ligne où que vous soyez dans le monde. Et nous poursuivons maintenant le partage avec Jean. Merci. Alors, on fait AA depuis un bout de temps. On fait beaucoup d'un jour à la fois. Moi, ça m'a amené à changer totalement. J'étais quelqu'un j'étais un petit vite, qui va vite, puis qui fait beaucoup de choses. Puis moi, je me définis comme un hyperactif, mais sans déficit d'attention. Mais alors, j'ai décidé, à un moment donné, de commencer à travailler plus sur moi. Je me suis rendu compte, à un moment donné, que j'avais, dans ma famille, j'avais une personne qui consommait, ma fille. Puis, je me suis identifié aussi étant comme un alcoolique, en même temps, comme étant quelqu'un d'affecté par l'alcoolisme des autres aussi. Je me suis dit, je vais essayer de comprendre davantage. Donc, je suis retourné à l'université encore une fois. Et j'ai fait une fraternité aussi ça m'a beaucoup aidé pour en apprendre davantage puis pour
pour moi être mieux, alors j'ai commencé à faire à l'annonce. Alors, c'est un double gagnant. C'est pas. Et après d'avoir dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et consenti à leur faire amende honorable, j'ai décidé de faire honorable tout le monde. Mais pour moi, faire des amendes honorables, après toutes mes lectures, ce n'était pas faire des excuses. Ça n'a rien à voir. C'était d'essayer de réparer autant que je pouvais. Fait que je me suis dit, je vais essayer, comme j'ai été longtemps à faire de la musique, ben, qu'il serait peut-être temps que je commence à écouter la musique des autres. Et pour moi, ça a été une grande découverte, à écouter les autres personnes. Donc, je suis devenu psychothérapeute, intervenant. Ma musique a ralenti. Parce qu'une journée, je suis allé partager dans le programme d'aide à la famille à la Maison Jean-Lapointe. Parce que j'avais fait ça, parce que ma fille avait fait le programme. Alors, je suis allé partager, puis après mon partage, le coordonnateur m'a dit ça t'intéresserait-tu de travailler avec nous? Il nous manque quelqu'un, puis je pense que tu as tout ce qu'il faut, puis tout ça. Alors, j'ai fait ça. C'est il y a 20 ans, quand même. Ça a commencé par une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, pour en venir à ce que j'ai remplacé la personne à un moment donné comme coordonnateur. Et j'ai fait ce programme-là pendant 17 ans. Donc, j'ai laissé, il y a 2 ans, j'avais donné ma démission à 2h moins 10, le vendredi. Et à 2h moins 8, c'est Dieu n'est pas distrait qu'on dit. Le téléphone sonne, puis c'était une personne que j'aime beaucoup qui me dit « Jean, travailles-tu encore dans la Maison Jean-Lapointe? » Je dis « Non, fait 2 minutes. » Et là, elle m'a recruté pour faire de la formation dans un ordre professionnel. On m'a demandé par la suite de faire un autre programme. Mais je me trouve rendu à 82 ans. Là, à 80, j'avais à ce moment-là. J'ai accepté de remplacer. Ça va être temporaire. Mais j'aime tellement ça. Et ça fait du bien de comprendre l'autre. T'sais. Puis de continuer à... Depuis que j'ai commencé ça, moi, ça m'a fait comprendre comment j'avais besoin de travailler sur moi pour être une meilleure personne. T'sais, pour faire du bien aux autres. Puis ça, c'est ma 9e étape. C'est comme ça que j'essaie de m'excuser du tort que j'ai fait, puis d'avoir brisé des cœurs, puis d'avoir fait tout ce qu'on a lu tantôt dans l'ouragan. Alors, j'ai donné énormément. J'en donne encore. Je travaille mes 35 heures semaine à faire ce beau programme dans une autre maison qui s'appelle Déclic Action. Et où j'ai beaucoup de monde. Les besoins sont tellement grands. C'est difficile, puis... les choses sont pas plus simples qu'ils étaient à l'époque. Hein. Tout le monde buvait à l'époque, mais aujourd'hui, je pense que c'est pas plus simple, c'est même un peu plus dramatique. Hein. Et je vois comment la souffrance est grande, puis tout ça. Puis si je peux faire une différence avec eux, mais ça me motive à continuer à... Je sais pas combien de temps encore, là. Je vais être assez... je vais avoir encore ma tête pour continuer à faire ça, mais j'adore ce que je fais, puis ça me soulage de toutes ces malaises-là. Je me dis, bien, ça fait comme 23 ans que je suis actif, psychothérapeute que je suis, à essayer d'aider les gens. Et je pense que je suis en mesure parce que je comprends d'autres choses. Je comprends d'où je viens aussi. Et je suis capable de leur dire ça. C'est pas qu'on est des mauvaises personnes, c'est qu'on a une sacrée maladie. Et pour moi, c'est important, tu sais. C'est pas parce que je veux, pas parce que je suis un vicieux, pas parce que j'ai pas de morale, pas parce que j'ai pas ça. C'est parce que j'ai la maladie de l'alcoolisme. Ce qui fait que la maladie de l'alcoolisme, c'est dit, tu sais, l'alcoolisme est un mal familial. Hein? Un mal familial qui affecte non seulement la personne qui boit, mais ceux qui l'aiment. Ouais. Et ça, pour moi, ça a été important. Alors, j'ai un autre regard, tu sais, ça m'a permis de découvrir une chose importante. Tu sais, il y a des instants décisifs dans la vie, hein, puis je trouve que c'est important, ces instants-là, qui viennent pas. Tu sais, il y avait un grand philosophe qui disait qu'il ne faut jamais rater un matin de printemps. Et ça me fait toujours penser à ça, tu sais,
d'essayer de redécouvrir à être autrement. Mais être autrement ce qu'on devrait être, qu'on a dans notre cœur, qu'on traîne depuis des années. Et c'est fantastique parce que ça m'a donné la chance par exemple, ma fille qui a eu des problèmes, ben ça m'a, au lieu d'essayer de l'amener à AA avec moi, j'ai essayé de l'aimer telle qu'elle était plutôt. Puis de lui laisser prendre ses propres décisions. Donc ça, c'est important parce que les familles ne comprennent pas ça. Hein, quand on a quelqu'un qui consomme chez nous, tu sais, moi, je me souviens quand on me disait, tu devrais t'occuper de ton alcoolisme, là, parce que t'es dérangeant, puis tout ça, puis t'es pas correct. Puis je devenais rebelle total. Hein? Alors là, ça m'a fait comprendre ce verso-là de la montagne et j'ai commencé à mieux comprendre, à mieux aider avec... puis, savez-vous quoi? Ma famille va bien. Ma famille va vraiment bien. Ma blonde est encore là. Ça va faire 47 ans au mois de mai qu'on est ensemble. Bravo. Je pense pas qu'elle changerait de gars. Je pense que c'est quelque chose de très, très, très solide. Elle sait que je travaille trop, mais voilà, elle me laisse faire. Jusqu'à temps que j'en crève. Probablement. Mais c'est ça. Puis avec mes enfants aussi, on a une bonne communication. Tu sais, de communiquer avec quelqu'un qui consomme, c'est pas facile. Hein? Alors, j'essaie d'enseigner ça aux gens qui viennent au programme. Comment on fait pour consommer, pour communiquer avec une personne qui a un problème d'alcoolisme ou de toxicomanie. Il y a des moyens de communiquer. Il y a des programmes qui existent. J'ai fouillé beaucoup là-dessus. Des fois, c'est de travailler juste à notre amorce. Quand j'amorce une discussion, ça, j'ai travaillé ça là, avec ma fille et avec d'autres que je connais. Là. Juste de travailler le petit point, la petite entrée en matière qui va faire que l'autre va continuer à communiquer avec moi. Qui ne se fera pas comme... Ben là, je voulais te parler de... Puis là, ben la personne s'en va. Il n'y a plus de communication possible. Mais trouver le moyen, tu sais. Et bien souvent, c'est à ne pas parler, justement, de la maladie, mais de parler de soi, de trouver une phrase. Alors ça me préoccupe beaucoup de mieux comprendre la maladie aussi. Puis comme je disais en tout début, tu sais, de parler de mon grand-père, ça m'a réhabilité de savoir des causes, ça m'a réhabilité de savoir qu'il y avait une vie qui était difficile aussi. Hein. Il n'y avait pas juste la mienne qui a été comme ça. Ils ont eu des défis de taille. Et de voir qu'un alcoolique, c'est un ouragan, mais en même temps, c'est un hypersensible qui s'ignore et qui a besoin de travailler sur lui. Alors, si je peux partager et aider des personnes, ben tant mieux. Alors, c'est un petit peu ça, mon parcours. Je ne sais pas s'il nous reste encore du temps, mais... Il nous reste quelques secondes, c'est ça, ou à peu près quelques minutes. Quelques minutes. On a peut-être le temps, si ça vous dit, Jean, de prendre une... Ouais. Puis j'ai une question au hasard. Vous nous la lisez. Si vous avez envie, si elle vous interpelle, vous y répondez. Sinon, vous passez à la prochaine. Sans entrer dans les détails, qu'as-tu pensé lorsque tu as rempli le questionnaire des alcooliques anonymes? Je pense que je l'ai dit. Là, oui. Puis, est-ce qu'il y avait le questionnaire quand vous êtes arrivé? Oui, il l'avait. Oui, hein? oui, OK. oui. 12 questions ou 6? Oh, je pense que c'était 6 questions à l'époque. Mm. Je me souviens vaguement. Parce que je l'ai rempli avec le chauffeur d'autobus. Alors, voilà. Oui, aujourd'hui, je dirais que j'ai 100% d'examen avec les 20 questions. Oui. Ouais. Alors, on va conclure là-dessus avec la déclaration de la responsabilité. Merci beaucoup, Jean. On y va ensemble. Je suis responsable si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide. Je veux que celle des AA soit toujours là et de cela, je suis responsable. Je remercie tous les participants à cette émission, notre invité Jean, les auditeurs et toute notre équipe.
Alors ici, Denise, votre animatrice, qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. Et Jean, merci de nous avoir joué toutes les notes de la musique de ton rétablissement. Ben, merci. À la prochaine. C'est gentil.